Porto Novo, recevez Radio Univers. Merci d'écouter Radio Univers, la 108.0. Il est 16h. Vous êtes passionné de la science et des recherches universitaires? Prenez désormais le rendez-vous de votre émission Universcience. Universcience, c'est la tribune de vulgarisation des travaux de recherche et de promotion de leurs auteurs. Retrouvez-nous tous les mardis et jeudis à partir de 16h et 15h30 sur Radio Univers. En rediffusion tous les jeudis et samedis à partir de 9h. Universcience, la science au service du développement. La science au service du développement. Universcience. Universcience, la tribune de l'expression de la science. Bonsoir et bienvenue sur votre émission de vulgarisation des travaux scientifiques et la promotion de leurs auteurs. Ce numéro de Universcience s'intéresse à comment produire du biogaz à partir des déchets organiques. Et pour mieux en parler, nous avons en studio Wari Moussa. Il est docteur en géographie, spécialité valorisation des déchets et assainissement du cadre de vie. Docteur Wari Moussa, bonsoir. Bonsoir Madame Gilbert. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons faire le tour de l'actualité scientifique avec Rizikatou Alekoudou. Rizikatou, bonsoir. Bonsoir à vous Gilbert, amis de la science, bonsoir. Nous vous suivons. Universcience, la tribune de l'expression de la science. De nuit à nos capacités intellectuelles, c'est une déclaration qui vient à bout des recherches d'une équipe de chercheurs américains qui s'inquiètent pour leurs étudiants. Ces chercheurs ont créé un modèle avec 2 scénarios. Dans le premier, l'humanité réussit à réduire les émissions de CO2, tandis que dans le second, elle n'y parvient pas et continue année après année de battre les records de pollution atmosphérique. À partir de ce modèle, ils ont observé une diminution plus ou moins importante des capacités cognitives des étudiants. La réduction de nos émissions de carbone baisserait de 25% ses capacités d'ici 2100. Une échographie peut se faire désormais à distance. C'est l'évolution de l'imagerie médicale qui permet aujourd'hui, grâce à des chercheurs, de pratiquer l'échographie laser. L'indispensable contact de la sonde avec la peau pour certains est vécu comme une agression. C'est la raison pour laquelle des chercheurs de Massachusetts Institute of Technology, MIT, aux États-Unis, ont travaillé à mettre au point une alternative sans contact, une nouvelle technologie d'échographie qui exploite un système laser pour imager l'intérieur des corps humains. Les chercheurs ont réglé la longueur d'onde de la lumière émise par le laser à 1550 nanomètres, une longueur d'onde facilement absorbée par l'eau mais sans danger pour les yeux ou la peau qui compose notre peau. Eh bien Gilbert, ça sera tout pour les actualités scientifiques de ce jour. Bien à vous Rizikatou Alekoudou. Comme le dit Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Le biogaz domestique apporte une réponse simple, efficace, propre d'une part à la demande en combustible de cuisine, d'autre part à la valorisation des déchets organiques domestiques. Par la production des engrais biologiques performants. Alors, docteur Wari Moussa, qu'est-ce qu'un déchet organique? Merci Madame Gilbert. Un déchet organique, c'est un déchet qui est facilement transformable par les micro-organismes, notamment les bactéries, qui arrivent, n'est-ce pas, à les décomposer pour, n'est-ce pas, les rendre à l'état de nature. Alors, et qu'est-ce qu'un biogaz? Merci pour la question. Et j'ai oublié de vous remercier à l'entrée de l'émission et des efforts que vous faites pour la promotion de la science à l'université. Pour revenir à votre question, il faut dire que le biogaz, c'est un gaz qui est un mélange de gaz carbonique
et de méthane provenant de la dégradation et de la fermentation des matières organiques végétales ou animales dans un milieu dépourvu d'oxygène. La biométhane est-elle aussi une biogaz? Bien sûr, c'est en fait un produit issu de la décomposition dont je vous ai parlé. C'est ça la biométhane en fait. Ok. Que peut-on retenir en général de la thématique du jour? Comment produire du biogaz à partir des déchets organiques? Comme je vous l'ai dit, le procédé par lequel on obtient le biogaz est la méthanisation ou la digestion anaérobie. Donc, quand on dit anaérobie, c'est en absence d'oxygène. Vous comprenez? Donc, il est fondamentalement une énergie renouvelable, ce gaz. Donc, produit à partir de la digestion, comme je l'ai dit, des matières organiques biodégradables de différentes catégories. On peut citer les déchets verts, les déchets ménagers fermentescibles, les déjections animales, les bouts de vidange, les effluents d'élevage, les coproduits agricoles, les cultures énergétiques agricoles, etc. Pourquoi recycler alors les déchets organiques? D'abord, je dois vous dire les objectifs poursuivis par la production du biogaz. D'abord, je dis grâce à la production du biogaz ou bien grâce à la méthanisation, les déchets deviennent une ressource. La production du biogaz à partir des déchets organiques par la méthanisation permet d'abord la préservation de l'environnement, de réduire les recours aux énergies fossiles qu'on appelle énergies conventionnelles, notamment les pétroles, les charbons, qui sont polluants. Vous comprenez bien. Ensuite, grâce à ce procédé, il y a la réduction des volumes de déchets qui sont émis dans la nature et qui sont naturellement nuisibles, n'est-ce pas, à l'environnement et à la santé des populations. C'est aussi un mode efficace de gestion des déchets parce que facilement exploitable et économique. Ok, c'est un mode efficace qui permet de valoriser ces déchets, si on peut le dire ainsi. Bien sûr. Alors, pourquoi vous recyclez ces déchets? Nous avions parlé de ça. Et comment recycler ces déchets? Voilà. Comme je l'ai dit, le processus est un dispositif qui permet d'inoculer les déchets qui devaient être destinés à la nature. On les récupère dans un dispositif, comme je l'ai dit, qu'on appelle digesteur. Ce digesteur est un local fermé, mis à l'abri de l'oxygène, et il y a un processus qui se déclenche. Donc, en absence de l'oxygène, des micro-organismes, notamment il y a un certain nombre de bactéries qui naissent à partir de ce processus. Et ces bactéries-là participent, n'est-ce pas, à la dégradation de ces déchets. J'ai cité l'ensemble des déchets qui peuvent être destinés à ce processus. D'accord? Donc, ces micro-bactéries dégradent par leur activité ces déchets. Ce processus de dégradation produit une énergie ou bien des gaz. Et c'est ces gaz-là qui sont ensuite affectés vers une canalisation pour être considérés comme du gaz à travers des étapes données. Vous comprenez bien. Alors, il faut observer un certain nombre de paramètres, n'est-ce pas, durant ce processus. Et ces paramètres sont, entre autres, la température. Donc, c'est la température qui favorise l'activité biologique. Ensuite, il faut voir si le pH est optimum. Parce que si ces conditions ne sont pas réunies, l'activité biologique ne peut pas être favorable. Donc, ça inhibe l'activité des micro-organismes. Donc, il faut que ces paramètres-là soient vraiment présents pour faciliter, n'est-ce pas, l'activité des micro-organismes. J'ai commencé par parler de la température qui doit être à une fourchette de, je dirais, 30 à 38 degrés Celsius, ou bien, ça dépend des cas, de 50 à 60 degrés. Le pH doit être compris entre 5 et 8. D'autres paramètres tels que le ratio carbone-azote,
je dirais pas, les acides gras volatiles, un certain nombre de paramètres qui doivent être observés pour faciliter ou bien pour que l'activité biologique soit réalisée. Donc c'est au terme de ce processus-là qu'on obtient le biogaz. Alors, maintenant, je pouvais faire une précision en disant que ce biogaz obtenu contient des impuretés. Donc il y a des étapes pour soustraire ces impuretés jusqu'à obtenir le produit final. Vous voyez? Donc je peux parler par exemple de l'élimination de la vapeur d'eau, l'épuration du méthane par les filtres, l'élimination du sulfure d'hydrogène, l'élimination du gaz carbonique et l'éthanollement du biogaz. La transformation du biogaz en énergie aussi électrique. Donc c'est un processus. Là, c'est le processus de production du biogaz. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire combien de types de biogaz nous avons? Combien de types de biogaz nous pouvons citer et nous pouvons avoir dans... Bon, il n'y a qu'un seul type de biogaz. Ce qui est sûr, ce qu'on obtient, c'est le biogaz qu'on obtient. Maintenant, il y a plusieurs sortes de processus qui peuvent conduire, n'est-ce pas, à l'obtention du biogaz. Alors, docteur, qu'est-ce que méthane? Le méthane n'est rien d'autre qu'un produit chimique, un gaz qui est issu de la fermentation des produits qui ont des caractéristiques pour le produit. Alors, le méthane joue quel rôle dans la production du biogaz? Dans la production du biogaz, il faut dire que le méthane, c'est en fait un produit du processus. C'est en fait la composition du méthane et de l'oxygène et de gaz carbonique qui forme ce qu'on appelle le biogaz. À cet effet, est-ce que la biométhane est aussi une biogaz produite à partir des déchets organiques? Bien entendu. Bien entendu. J'ai dit, le méthane, on peut trouver du méthane à partir du gaz naturel. Mais notre méthane dont il est question ici, c'est celui-là qui est issu du biogaz. Donc, je ne pourrais pas faire la catégorisation entre les méthanes qui sont issus du processus de biodégradation. Donc, on peut en trouver un seul. J'espère que je me fais comprendre. Donc, j'ai dit tantôt, c'est une composition du biogaz, le méthane. C'est une composition du méthane. C'est l'ensemble avec des traces d'autres composantes et le gaz carbonique qui forme, n'est-ce pas, le biogaz. Alors, docteur, vous avez parlé un temps de digesteur. Oui. Pouvez-vous expliquer aux auditeurs ce que c'est qu'un digesteur? Oui, j'avais commencé par l'expliquer. Un digesteur, c'est au fond un local. Ça peut être un local construit, ça peut être en terre, ça peut être même un contenant fabriqué plastique ou bien fait en béton, mis sous terre ou non, qui reçoit en fait les déchets préparés. Parce qu'avant d'entrer à la décomposition, il y a des étapes préalables. Puisque les déchets viennent souvent avec des impuretés à l'origine. Dès que ces déchets-là viennent au lieu de production du biogaz, on les dégage, n'est-ce pas, des impuretés qui peuvent être contenues. On les tamise, on les filtre. On filtre les impuretés et c'est après ça qu'on les introduit dans ce local que j'ai appelé digesteur ou biodigesteur. Donc, c'est un local dépourvu d'oxygène. Donc, c'est en absence totale de l'air. Vous comprenez? Donc, ce local-là, c'est celui-là qu'on appelle, mais avec un mécanisme qui permet d'avoir des connexions, notamment la tuyauterie, qui peuvent faciliter la conduite du gaz vers le lieu de récupération. Puisque il y a une différence entre là où le gaz va être produit et là où il sera recueilli comme produit fini.
Alors, si je comprends bien, le digesteur est indispensable dans le processus de transformation des déchets organiques en biogaz. Forcément. Alors, que trouve-t-on dans les déchets organiques? Maintenant, ce que je voulais préciser, c'est que il y a différents types de biodigesteurs. Et ces biodigesteurs, selon qu'on est dans des régions données, il y en a qui sont favorables ou non, accessibles ou non. Citez-nous par exemple, ces différents digesteurs. Non, je vais citer par exemple les digesteurs qui sont adaptables au milieu des pays sous-développés. Comme le Bénin. Oui, comme le Bénin. C'est des digesteurs à bout castré. C'est un digesteur que les Chinois ont réalisé et ils l'ont adapté au milieu des pays sous-développés, donc accessible aux pays africains. Mais il y a aussi des digesteurs qu'on peut concevoir à partir des tubes, des fûts, notamment des fûts en plastique, et ça peut se faire à but ménager, c'est-à-dire au sein des ménages on peut faire avec les fûts que les gens utilisent pour le stockage d'eau, les fûts en plastique, pourvu que le dispositif soit fermé et à l'abri de l'oxygène. Ok. Un dispositif fermé pour oui. Produire du biogaz. Alors dites-nous, parmi les déchets agricoles, les déchets ménagers ou encore de la boue, lesquels de ces déchets peuvent produire du biogaz à grande échelle? Très bien. Effectivement, il y a différentes sortes de catégories. Et j'ai cité un certain nombre de déchets, mais selon les catégories, il y a une production plus grande de biogaz. C'est laquelle? Bon, c'est quelle catégorie? La catégorie, par exemple, des déchets ménagers fermenticides, je crois, hein, donc peuvent produire généralement peuvent avoir une capacité plus importante des déchets. Mais il y a aussi les contenus des panses. C'est-à-dire que lorsque on abat les bœufs, vous voyez, on retire des panses à partir des viscères et consorts là. Ça produit du biogaz à forte intensité. En quoi est-ce que cela produit à grande échelle le biogaz? Bon, quand on dit en quoi, c'est qu'on voit le ratio. Lorsqu'on met une tonne, par exemple, de déchets, on voit à quel pourcentage on peut avoir, n'est-ce pas, le biogaz. Par exemple, par tonne, on peut dire qu'on a 200 à 300 mètres cubes de biogaz. Voilà. Avant d'obtenir le biogaz, les déchets organiques subissent quelques étapes de transformation. Quelles sont alors ces étapes? Oui, j'ai dit tantôt, il y a d'abord la collecte. La collecte. La collecte de déchets? Oui, la collecte, il faut les collecter. Il faut ensuite... À cet effet, oui. Dr Barry, est-ce que les déchets peuvent être mélangés? Par exemple, les déchets agricoles et les déchets ménagers. Tout ça peut être mélangé ou cela est fait par catégorie? Bien sûr, c'est ce que je m'en vais vous expliquer. En fait, quand j'ai dit tout à l'heure qu'il y a une catégorie parfois qui est plus productive qu'une autre, mais parfois la combinaison de 2 à 3 peut favoriser davantage une production plus intense du biogaz. Donc, nous avons fait des essais et ces essais parfois sont fructueux lorsque vous faites un mélange, par exemple, des contenus de panse avec les épluchures d'ananas, par exemple. C'est un exemple. Et il n'y a pas que les déchets solides qui sont utilisés pour la production du biogaz, non. Il y a aussi, par exemple, les déchets liquides tels que les bouts de vidange, les eaux usées, les effluents d'élevage qui peuvent être conduits vers le digesteur pour être transformés aussi. Donc, c'est pour ça qu'il dit tout à l'heure que parfois une combinaison de 2 à 3 ou plus catégories de déchets peut donner une production plus importante du biogaz. Donc, vous étiez en train de me faire la question
quelles sont les étapes de transformation. Nous avions parlé tantôt de la collecte. Oui. Ensuite, on a le transport. Le transport vers le site de production du biogaz. Ensuite, j'ai dit, quand les déchets viennent, souvent ils viennent avec des impuretés, avec des matières qui ne sont pas biodégradables. Donc, il faut les soustraire des déchets. Ensuite, il arrive que le volume des déchets est tel qu'il faut les broyer ou bien les réduire en matière plus fine. Donc, ce qui fait qu'il faut il faut les broyer. Donc, après cela, il y a des possibilités qu'on les lave même, qu'on les enlève par le processus de lavage avant de les introduire dans le biodigesteur. Avant de continuer, quel est le sort des déchets non biodégradables que vous soustrayez, voilà. Des déchets que vous voulez transformer? Très bien. Lorsque nous récupérons les déchets qui ne sont pas biodégradables, nous les disposons sur un site approprié, parce que si c'est des déchets ultimes, c'est qu'il faut les convoyer vers un site d'enfouissement sanitaire. Mais lorsqu'ils peuvent être reconduits à autre chose, on les réoriente. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, si c'est des déchets qui ne sont pas capables, par exemple les sachets, vous savez, on en a parlé ici. Si c'est des déchets plastiques, nous les orientons vers un autre site qui est préparé pour, n'est-ce pas, la transformation ou bien la gestion des déchets plastiques. Donc, vous voyez. Donc, quand j'ai fini d'expliquer que lorsqu'on enlève les impuretés venues avec les déchets qui doivent être destinés à la production du biogaz, on les met maintenant dans le processus. On met le processus en route à travers l'inoculation de ces matières-là dans le digesteur. Il arrive que, compte tenu de l'état solide et de ces matières, que ça ne déclenche pas le processus de biodigestion des micro-organismes, c'est qu'il faut ajouter de l'eau ou bien des bouts de vidange ou bien des déchets, quelque chose de plus liquide, voilà, pour faciliter pour humidifier, n'est-ce pas, ces déchets-là, afin de favoriser l'activité biologique. Vous avez parlé des sites de transformation de ces déchets. Oui. J'aimerais demander s'il existe assez de sites de transformation des déchets organiques ici au Bénin. Et je vais dire que c'est une pratique qui tend à se démocratiser aujourd'hui. Et si vous allez dans beaucoup de fermes agricoles, aujourd'hui, les gens ont essayé d'installer les biodigesteurs à but productif de biogaz. Ça leur permet de faire la cuisson des aliments. Ça leur permet de chauffer. Dans le Calavi, Cotonou ici. Ils sont nombreux aujourd'hui. Ils sont nombreux. J'ai avec moi un collègue qui est dans le processus d'installation de ces biodigesteurs, notamment dans les fermes agricoles, pas trop loin même de Calavi, même au sein de Calavi. Donc en dehors du site de Valdera, il y a d'autres sites qui se multiplient. Et notre directeur, qui est le professeur Placide Clédio, a aussi une ferme agricole. Et cette ferme agricole est alimentée par le biodigesteur qui est installé. Et ça permet par exemple de chauffer les poussins qui sont souvent exposés à la fraîcheur les matins. Après ces étapes de transformation, que deviennent ces déchets organiques? Très bien. À l'issue du processus de production de biogaz, il y a des matières qui restent. Donc, une partie est transformée en gaz. Mais il y a une partie qui reste qu'on appelle digesta. Digesta. Et c'est les résidus des déchets issus du processus de production de biogaz. Ce digesta, on le récupère pour la fabrication du compost. Donc, vous voyez, ça rentre dans un autre cycle de transformation. Donc, et souvent efficace, n'est-ce pas, pour la production du compost. Alors, nous avions parlé tantôt des étapes de transformation de ces déchets. Oui. Quel est alors le processus de production du biogaz? Le processus de production du biogaz. Le processus, comme je l'ai dit, je viens de
de les décrire. En fait, après qu'on ait introduit les déchets destinés à être transformés, il y a une activité qui se déclenche. Cette activité des micro-organismes qui se déclenche fait que l'environnement prend des paramètres. Ces paramètres, je viens de les citer, à savoir la température. Donc, il y a une élévation de la température. Il y a une correspondance de pH qui s'observe. Il y a aussi que on doit avoir un ratio carbone-azote à l'équilibre. Vous comprenez bien? Oui. Donc, ces paramètres observés font que nous, dès qu'on est déjà au 4e jour, on peut déjà avoir le début de la production du gaz, du biogaz. Vous comprenez? Oui. Donc, déjà au 4e jour, parce que les 3 premiers jours, on suppose que l'activité biologique n'est pas encore déclenchée. Mais à partir du 4e jour, l'activité biologique est déclenchée et on commence par enregistrer une production du gaz qui vient vers les tubes de récupération, mais à une faible proportion. Alors, plus l'activité biologique des micro-organismes s'intensifie, plus il y a une production plus grande du biogaz. Voilà. Donc, jusqu'à atteindre le maximum, ça va rester entre 30 et 40 jours. À partir de 40 jours, l'activité biologique commence par baisser parce que les déchets sont pratiquement transformés et il n'y a plus, n'est-ce pas, de la matière à l'état de départ. Donc, du coup, il y a une baisse de l'activité biologique. Du coup, aussi, la température baisse. Et quand la température baisse, il y a aussi que la courbe de production de biogaz baisse aussi, ainsi de suite, jusqu'à arriver à terme. Mais, comme je l'ai dit, dans ce processus, il y a un certain nombre d'étapes que le gaz franchit. Puisque lorsque le gaz est produit de façon brute, il contient encore des traces de l'eau. Vous comprenez? Il contient aussi de gaz carbonique. Alors, il y a un certain nombre d'installations de filtres qui permettent d'éliminer, par exemple, les traces d'oxygène, les traces de gaz carbonique qui sont importantes. Et ça passe par ces différentes étapes pour devenir du gaz pur, du biogaz pur, donc qu'on peut utiliser. Et quand le gaz arrive en fin de processus comme produit, soit on peut l'utiliser directement à travers des foyers à gaz, soit il peut entrer dans un processus de transformation pour devenir l'énergie électrique, pouvant servir à alimenter une installation. Vous comprenez? Oui. Donc, soit on peut le récupérer pour l'utiliser dans un groupe qui va alimenter, voilà, donc en énergie électrique. Soit on utilise le gaz là directement à partir des foyers à gaz. Alors, dites-nous combien de temps cela peut prendre depuis la collecte des déchets jusqu'à l'obtention du biogaz pur dont vous avez parlé. Combien de temps cela peut prendre selon le volume? Parce que tout à l'heure, vous avez parlé des volumes de déchets. Voilà. Combien de temps cela peut prendre? Selon les caractéristiques de digesteurs, parce que les digesteurs ont des caractéristiques différentes. Parce qu'il y a un digesteur qui peut rendre plus facile et plus rapide la production du biogaz, compte tenu, n'est-ce pas, de l'environnement qui est créé. Et quand le dispositif est sophistiqué, vous êtes d'accord avec moi que la production du biogaz va être encore plus rapide. Mais je vais vous parler de notre contexte. Lorsqu'on est dans notre contexte africain, et compte tenu aussi de la température dans les milieux tropicaux, ça entre en jeu. Ces paramètres entrent en jeu. Mais le temps moyen qu'on a défini, je viens de vous l'expliquer, on peut prendre 40 à 50 jours pour arriver à terme
du processus. Mais j'ai dit, lorsque on entame la mise en route de la production du biogaz, à partir déjà du 4e jour après qu'on ait introduit les matières dans le biodigesteur, on peut déjà commencer par recueillir les premiers volumes de biogaz à partir déjà du 4e jour. Mais là, l'activité biologique étant moins intense encore, donc le volume n'est pas important. Mais c'est au fur et à mesure que l'activité biologique s'intensifie qu'on enregistre aussi le volume de plus en plus important de biogaz jusqu'à arriver au sommet, c'est-à-dire au plus haut niveau où l'activité biologique sera aussi à son point culminant. À partir de ça, on va enregistrer des volumes beaucoup plus importants et ça se situe entre 30 et 40e jour, 30e et 40e jour après l'introduction des produits et des déchets dans le biodigesteur. Mais à partir de 40e jour, donc au terme de 3 à 4 semaines, je dirais, voire 5-6 semaines. Plus que 4 semaines. Voilà, donc 6 semaines, disons, l'activité commence par baisser. Ça commence par baisser et on arrive à obtenir de moins en moins de biogaz en volume. Alors, docteur, quels sont les types de biogaz qui existent? Bon, je dirais que il y a des biogaz domestiques. Je ne sais pas si c'est là où vous voulez qu'on fasse la différence, mais je connais un seul type de biogaz. Le biogaz domestique. Bon, si c'est dans cette... pas seulement, il y a... Le biogaz est d'une seule catégorie, mais il peut y avoir des... Je ne sais pas, les options d'utilisation. Les options d'utilisation qu'on peut en faire. Alors, chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur votre émission Univers Science et pour le numéro de ce mardi 24 décembre 2019, nous parlons de comment produire du biogaz à partir des déchets organiques. Et pour mieux en parler, nous avions en studio Wari Moussa. Il est docteur en géographie, spécialité valorisation des déchets et assainissement de cadre de vie. Docteur Wari Moussa, oui. Pouvez-vous nous dire ce que c'est que pH? pH, c'est un paramètre environnemental dans le processus de production du biogaz. Alors, quel est son rôle dans le processus de production du biogaz? Le pH permet de mettre en équilibre l'activité biologique. Lorsque le pH n'est pas dans les fourchettes requises, et ça peut inhiber l'activité biologique, donc arrêter le processus. Donc il faut le pH qui doit être situé entre 6 à 8. C'est comme ça on l'appelle. Elle est différente, le pH il est différent de la température qu'il faut pour le processus de production. Le pH fait partie des paramètres environnementaux qu'il faut observer dans le processus. Et quand le pH est négatif, cela explique quoi déjà? Ça explique que le milieu est acide. Ah, d'accord. Oui. En fait, le pH, c'est un régulateur de l'acidité et de la basicité d'un milieu. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Donc, le milieu est soit trop acide ou soit basique. Mais le pH régule ces deux paramètres. Ce pH-là, lorsqu'il est dans la fourchette souhaitée, ça veut dire que c'est en équilibre. Lorsqu'il est négatif, ça veut dire que c'est un milieu fortement acide. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà. Docteur, nous avons parlé ici des déchets plastiques, déchets organiques. Existe-t-il encore d'autres types de déchets? Déchets organiques, oui, bien sûr. Il y a les déchets. Quels sont ces différents types de déchets? Il y a les déchets nucléaires, il y a les déchets... Des déchets nucléaires, ça n'existe pas au Bénin où je me trompe. Bon, ça, je saurais le dire. Et dans tous les cas. Et ces déchets servent à quoi, les déchets nucléaires? Non, les déchets nucléaires sont des déchets qui sont issus, n'est-ce pas, des stations spatiales, ou bien des installations de l'aéronautique et consorts. Vous voyez?
ces déchets, il y a beaucoup d'autres types de déchets. Hein. En dehors des déchets, nous avons les déchets, les déchets, je dirais, issus des laboratoires, notamment les réactifs et consorts. Vous voyez? Quel est l'avenir du biogaz au Bénin? L'avenir du biogaz. Est-ce que les populations connaissent le biogaz? Est-ce qu'ils utilisent le biogaz? Oui, de plus en plus. Il faut dire que pour le moment, nous sommes trop attachés au gaz naturel. C'est ce gaz naturel qui sert aux populations dans les bouteilles et consorts. Mais de plus en plus, je vous ai dit, il y a un processus qui permet l'installation des digesteurs, des biodigesteurs au sein des ménages, dans les fermes agricoles, et c'est connu de plus en plus. De toute façon, et même si on est à l'étape naissante de l'utilisation de ce biogaz, ça commence par entrer dans les habitudes des populations. Alors, nous pouvons remplacer le biogaz par nos gaz naturels. Pourquoi pas? Je vous ai dit, c'est en fait le biogaz, c'est une énergie renouvelable. Et vous savez que nous sommes dans la période où on fait la promotion des énergies renouvelables, au même titre que les énergies solaires, les énergies éoliennes, tout ça là. Donc, le biogaz entre dans, n'est-ce pas, dans cette catégorie des énergies renouvelables. Et à ce titre, nous sommes en train de faire sa promotion. Et je dis, les populations de plus en plus en connaissent la valeur. Il reste que c'est par le processus de sensibilisation, le processus de vulgarisation de ce produit que nous allons parvenir à partager cela. Le problème qui se pose avec le biogaz, c'est son transport. C'est son transport. Vous savez, en réalité, les gaz naturels qui sont produits, qui sont distribués au sein de la population, sont en quantité importante. D'accord? Et il y a les dispositifs qui permettent, n'est-ce pas, de compresser rapidement ces gaz-là dans les bouteilles. Ce qui n'est pas facile avec le biogaz que nous produisons à l'échelle très minime. Puisque, vous savez, le gaz, c'est quelque chose de pas facilement maîtrisable. Alors, pour compresser cela, il faut un dispositif sophistiqué. Alors, les sites de production de ces biogaz n'ont pas ces installations-là pour faciliter la compression du biogaz qui les transforme en liquide, presque. Nous n'arrivons pas à le faire, même dans notre site-là. Ce qui fait que leur transport est délicat. Nous n'avons pas encore eu la maîtrise de mécanismes pour pouvoir faire le transport et la distribution, n'est-ce pas, de ce biogaz, compte tenu de ce que je viens de vous expliquer. Donc, ça pose un peu un problème. Donc, du coup, lorsque vous produisez, ça ne peut qu'être consommé sur place, sur le champ là. Donc, c'est pour ça que je vous parlais tantôt de la promotion des installations domiciliaires, de ces biodigesteurs. Ça permet aux populations d'utiliser ça directement pour soit faire la cuisine, soit pour alimenter les groupes électrogènes pour une alimentation électrique. Utiliser le biogaz pour produire l'électricité et l'utiliser pour le foyer à gaz à la maison, lequel des deux utilisations est-elle bénéfique? Bon, les deux, je dirais les deux sont bénéfiques. Sauf que quand vous êtes dans les ménages, les gens préféreront beaucoup plus l'utilisation à des fins de cuisine. Mais je vous ai dit, les gens l'utilisent aussi dans les fermes agricoles pour chauffer, pour produire de la chaleur. La production de la chaleur permet, n'est-ce pas, de chauffer les poussins ou bien les produits d'élevage qui sont exposés au froid. Mais nous sommes beaucoup plus habitués à utiliser les gaz naturels. Est-ce que les populations acceptent le biogaz?
Le biogaz, c'est tout comme le gaz naturel. Ça n'a pas, un effet néfaste. Au contraire, ce dont il est question, c'est sa disponibilité qui pose problème. En réalité, ça ne rencontre aucune résistance de la part des populations. Mais le problème est surtout dans la disponibilité et le transport. Si vous comparez ça au gaz naturel et vous dites que c'est presque la même chose, oui. Alors en quoi est-ce que le biogaz est différent du gaz naturel? Le gaz naturel peut être épuisé. Je vous ai dit que le biogaz, c'est une énergie renouvelable. Mais le gaz naturel, il peut s'épuiser. Il peut s'épuiser puisqu'il est issu en réalité de la transformation des énergies fossiles. À terme, ça peut être épuisé. Vous comprenez bien. Et les composantes physico-chimiques ne sont pas forcément les mêmes, mais les services offerts, si je parlais des services offerts par le gaz naturel et les stones, donc c'est pratiquement les mêmes choses. Mais j'ai dit les avantages sont plus pour les énergies et le biogaz parce que c'est une énergie renouvelable et il permet en même temps d'atteindre plusieurs objectifs à la fois. Donc, la gestion efficace, je les ai cités, je vais les rappeler. Oui. J'ai dit par exemple, ça permet une gestion efficace des déchets. Ça permet en même temps de réduire l'utilisation des énergies fossiles. Ça permet par ailleurs, n'est-ce pas, de réduire le volume des déchets destinés à l'environnement, à la nature. Vous voyez, donc c'est plusieurs avantages qu'on a à utiliser le biogaz. Assez d'avantages qu'on ne peut même pas citer. Voilà. Alors, quels sont les inconvénients, les problèmes que vous rencontrez pendant les étapes de transformation des déchets organiques pour avoir le biogaz? Voilà, les difficultés sont d'abord liées au mélange des déchets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une sorte de tri à l'origine, c'est-à-dire au lieu de production des déchets, ils sont mélangés. Arrivé au site de production, il faut d'abord procéder à leur tri. C'est une difficulté. Ensuite, il n'y a que parfois les conditions environnementales ne sont pas favorables. Et j'ai dit quand ces conditions ne sont pas favorables, ça ne facilite pas l'activité biologique des micro-organismes qui facilitent la production de biogaz. Et comme autre difficulté, en dehors du processus de production, je vous ai dit, lorsque on arrive à terme du processus, c'est que il faut mettre en valeur le gaz. Et la mise en valeur, très souvent, nous n'arrivons pas à le faire en dehors du site, puisque le transport devient problématique. Donc nous allons parler du problème de transport. Le transport et la conservation aussi, parce que nous les produisons, mais comment les transformer pour distribuer ça aux populations, ça devient un problème. Donc vous voyez, donc il y a nécessité, n'est-ce pas, de renforcer les capacités en technologie pour arriver, n'est-ce pas, à avoir la presse qui permet, n'est-ce pas, de concentrer le gaz. Vous voyez, les gaz naturels que nous utilisons, c'est sous forme de liquide. Donc, c'est cette manière de compresser là qui les concentre et ça devient liquide. La compression, c'est une activité de force. Oh, oui, bien sûr. C'est une activité de force. Regardez le gaz tel que... Comment vous pouvez faire pour, n'est-ce pas, compresser de l'air. Donc, il faut vraiment une force pour pouvoir concentrer le gaz et que ça devienne liquide pour être facilement transportable. Nous avions trouvé des mécanismes de transport que les Allemands ont proposé avec les matériaux de polyéthylène, ce qu'on appelle les sacs d'engrais qu'on utilise là. Ils ont imperméabilisé ça et ça permet, n'est-ce pas, de stocker le gaz. Mais il n'y a pas la compression. C'est l'air là qui est mis en sac et ça devient un grand ballon. Vous voyez, et le transport est ridicule, donc voire même très encombrant. Donc là, nous pouvons parler de manque de ressources humaines pour pouvoir compresser
Non, c'est un dispositif qui le fait. C'est un dispositif, une technologie qui permet de concentrer, n'est-ce pas, et de faire une pression sur le volume pour que ça devienne un liquide, en quelque sorte. Vous savez, Wari Moussa, oui. Il y a un point que je voudrais quand même que vous éclairez à nos auditeurs. Et bon, c'est vrai que moi aussi, c'est un point, je ne le comprends pas très bien. Vous avez dit que le gaz naturel, le biogaz, le gaz naturel d'abord, s'épuise, contrairement au biogaz. Maintenant, je voudrais savoir si cela voudra dire que le biogaz n'est pas rechargeable comme le gaz naturel, ou comment cela se passe, puisque vous avez parlé également d'énergie renouvelable et que cela se renouvelle. Je vous donne l'exemple du pétrole. Le pétrole n'est pas une énergie renouvelable. C'est contenu dans la nature, n'est-ce pas? Oui. Quand on découvre un site pétrolifère, on l'exploite, mais il y a des volumes limités. À un moment donné, ça peut s'épuiser. À un moment donné, ça peut s'épuiser, le pétrole, quelle que soit la quantité dont on dispose. Le charbon, pendant longtemps, on n'avait jamais cru qu'on peut épuiser. Mais depuis maintenant des siècles, les États-Unis ont fait des politiques de réserve même de ces ressources parce qu'on a compris que c'est épuisable. Donc, c'est comme ça aussi le cas du gaz naturel. Donc, c'est épuisable. Quand vous prenez le processus de fabrication de biogaz, est-ce qu'on va cesser de produire les déchets biodégradables? Non. Est-ce qu'on va cesser de faire l'agriculture? Donc, est-ce que... plus manger alors. Voilà. Donc, chaque fois qu'on va s'orienter dans le processus du biogaz, c'est que ça peut se renouveler. Et c'est un gaz propre. C'est un gaz qui, en même temps, poursuit plusieurs objectifs. Vous voyez? Ça poursuit plusieurs objectifs. Il y a objectif d'assainissement du milieu, objectif de réduction de l'énergie fossile, objectif de réduction des volumes de déchets dans la nature. Donc, vous voyez, c'est plusieurs objectifs à la fois et ça facilite aussi, n'est-ce pas, ça permet aussi aux populations de se préserver, n'est-ce pas, de différentes maladies issues de la mauvaise gestion des déchets. D'accord. Là, si je comprends bien, comme l'a déjà dit Lavoisier, oui. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et on est dans cette logique. Et vous, avec vous, puisque vous nous aidez dans ce sens-là. Alors, nous sommes déjà vers la fin de l'émission. Qu'est-ce que vous avez à dire à nos auditeurs? Je voudrais dire intégralement ici aux auditeurs qui nous écoutent et leur dire que dans ce processus que nous avons entamé dans la gestion durable des déchets, nous avons abordé un certain nombre de thèmes dont la production du compost à partir des déchets et la production des pavés et autres matériaux de construction à partir des déchets plastiques. Nous sommes aujourd'hui en train d'aborder le thème concernant la production du biogaz à partir des déchets organiques biodégradables. Et c'est un processus. Nous pensons que nous pourrons atteindre les objectifs de développement durable si nous adoptons, n'est-ce pas, ces pratiques-là. Alors là, nous allons parler d'un autre déchet, oui. Un autre jour. Oui. Docteur, en tant que spécialiste de ce domaine, que faites-vous pour valoriser le biogaz produit à base de déchets organiques au Bénin spécifiquement? Pour la promotion ou bien? La promotion, la valorisation du biogaz produit à base de déchets. Oui, nous avons des équipes de communication qui se mettent dans la bataille. Nous avons, comme je l'ai dit, un collègue qui est spécialisé dans la mise en place des digesteurs, des biodigesteurs au niveau des ménages. Et avec une plateforme et sur le net, nous essayons de communiquer sur les bienfaits de ce biogaz-là. C'est vrai, nous ne sommes pas encore à une étape vraiment qui permet de dire que nous avons le produit qu'on peut rendre aux populations tout de suite, mais on va passer d'abord par le processus de sensibilisation et de conscientisation. Alors, Dr Wari Moussa, merci. Merci beaucoup. C'est la fin de votre émission Univers Science de ce jour, une réalisation de Boniface Amando,
Patrick Adosso m'a assisté techniquement. Au micro, je suis Gilbert Agon. Au revoir. Radio Univers, une référence. Radio Univers, le fournisseur officiel des autres radios. Votre émission revient encore plus forte. L'Urbaine, une émission entièrement dédiée à la musique urbaine d'ici et d'ailleurs. C'est tous les mardis, mercredis à partir de 17h. L'Urbaine, une nouvelle équipe pour vous mettre bien. L'Urbaine, encore plus fort. Jamais. Ladies and gentlemen, tu n'as rien à me dire, absolument rien à me dire. Tu n'as rien à me dire. Et mon succès dépend pas de toi. C'est le mec là-haut qui quitte chacun de mes pas. Vas-y, tu peux faire tout ce dont t'es capable. Mais comme une étoile, je serai toujours au-dessus de toi. Le jour où tu feras mieux, j'arrêterai le rap. Tu peux douter de tout, mais jamais de ma force de frappe. Je suis pas bien dans ma tête depuis longtemps, ils le savent. Mais jusqu'à la fin de ma vie, je ferai des choses incroyables. Tu ne nous as jamais supportés, tu sais à quoi. Je l'aimais au régime avec ou sans aspartame. Si tu ne kiffes pas, t'écoutes pas, c'est aussi simple que ça. Je suis au volant de ma carrière comme un vaisseau spatial. Chef de ta major d'une armée de spatiale. Parle-moi, je t'envoie l'unité spéciale. Numéro 1 depuis le bac à sable. Je m'en fous de ton opinion comme un cristal. Tu n'as rien à me dire. Non, absolument rien à me dire. Baby, tu n'as rien à me dire. Je reviens.